Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour. Alors, bienvenue au 25e Festival international de Contis en ligne. Nous sommes très heureux d'accueillir dans le cadre du festival cet atelier, organisé en partenariat avec Europa Cinéma et Box Office Pro. Eh bien, je vais passer la parole à Mathias et je vous remercie tous. Merci Betty et Rainer et bonjour à tous. Alors je suis très heureux de voir cet atelier qui s'inscrit dans les journées professionnelles qu'on fait à Contis chaque année. Voilà, l'année dernière on avait parlé du développement des jeunes publics et des films européens et cette année on parle des nouveaux usages. Alors à Contis, très rapidement, les nouveaux usages, on les a pendant le festival depuis 2017 où on présente de la VR à notre public. Et donc voilà, on a toute une réflexion sur ces nouvelles images et le lien que ça peut avoir avec les publics. Et on a notamment déposé un projet européen d'expérimentation de VR dans les salles. Voilà un peu pour introduire un peu les nouveaux usages. Et je tiens à remercier pour Europa Cinéma Jean-Baptiste Cellier qui m'a beaucoup aidé, ainsi que Claude Éric, et pour Box Office Pro, Aïssécule et Marion. Je vous souhaite un excellent débat, atelier, et je suis très fier de ce panel qui a vraiment de la gueule, comme on dit. Voilà, à toi, Aïssécule. Bonjour à tous et merci Betty et Rainer pour cet accueil à votre festival. Nous sommes très heureux à Box Office Pro de ce partenariat et de ce nouveau partenariat avec Europa Cinéma. Merci de nous donner l'occasion d'animer cette rencontre professionnelle, parmi d'autres de la manifestation, consacrée, comme disait Mathias, aux nouveaux usages des salles. On sait qu'aujourd'hui, qu'à l'instar de l'ensemble du secteur, les cinémas indépendants sont confrontés à des difficultés multiples, qu'elles soient d'ordre économique, conjoncturel ou structurel, et qu'il serait indécent d'éluder. Mais s'ils sont peut-être plus fragilisés par la crise qu'il nous faut considérer sur le long terme, de toute évidence, ils parviennent pourtant à se repenser et se réinventer chaque jour. Et durant ces 3 mois inédits de fermeture, et bien entendu au-delà, on a pu plus que jamais avoir la démonstration que les salles de cinéma n'étaient pas que des salles de cinéma et que c'était pas parce qu'elles étaient fermées qu'elles étaient à l'arrêt. Alors, sans vous retenir davantage, je vais d'abord passer la parole à l'incontournable Claude-Éric Poiroux des 400 coups d'Angers et bien entendu directeur général d'Europa Cinéma, que je remercie chaleureusement de sa présence parmi nous. Pour entrer dans le vif du sujet, Claude-Éric, quelques mots sur les enjeux du moment, comment ça se passe aux 400 coups et en quoi les salles du réseau Europa Cinéma ont et vont peut-être faire la différence. Oui, merci Aïssécule. Et bon, je salue aussi tous mes collègues, Mathias évidemment, Betty et Rainer, et puis ceux qui vont arriver, Paul-Marie, Eric, Élise, William aussi et Gauthier. Et moi, je suis comme eux, je suis exploitant au 400 coups Angers. J'ai vécu la même chose que chacun. Je n'ai pas fait de choses exceptionnelles au 400 coups. On a eu un bon travail de réseaux sociaux, assez
assez réguliers avec des contacts qui se sont renforcés pendant cette période. Et puis, on a eu aussi une expérience un petit peu particulière, c'est-à-dire que j'ai ouvert le hall des 400 coups c'est une initiative de la ville d'Angers, et à un maraîcher, circuit court, donc un maraîcher de 30 km d'Angers, qui, une fois par semaine, venait vendre ses produits, donc des navets également, donc dans une salle de cinéma, et qui m'a permis aussi ça a été souligné par la presse, de souligner comment les salles de cinéma sont des lieux où on projette des films, mais c'est aussi des lieux familiers. C'est des lieux qui, lorsque on est fermé et qu'on ouvre à une autre activité, en particulier ouvrir à ce moment-là à la possibilité à des maraîchers de proposer leurs produits à des gens qui n'ont le droit de sortir que pendant 1 heure dans la journée, ça a été un succès. Il y avait la queue dans la rue, il y avait une espèce de proximité, et je pense qu'on va en reparler. On est chacun à la tête de salles de cinéma. On sait que nos salles, elles ont un rôle social ou sociétal vraiment important dans les villes, et que on est là aussi non seulement pour le cinéma, mais aussi parce que on ouvre le débat. Les gens viennent chez nous parce que c'est facile, que la salle de cinéma n'est pas un lieu impressionnant où on se tâte pour rentrer. Non, on rentre dans une salle très facilement. Donc j'ai eu cette expérience-là pendant ces 3 mois, et j'avoue que ça a été pour nous et pour l'équipe aussi qui a suivi ça, ça a été quelque chose en tous les cas de positif, et on l'a bien vécu. Alors maintenant, on est en train de réouvrir, donc je ne vais pas reparler de cette partie-là. Je vais plutôt parler d'Europa Cinéma, parce que pendant cette période des 3 mois, Europa Cinéma, alors vous tous qui allez parler dans ce webinaire, vous êtes tous membres du réseau Europa Cinéma, et donc en votre nom, on a beaucoup discuté avec Bruxelles, avec Creative Europe et la Commission européenne, jusqu'à M. Thierry Breton, et on s'est rendu compte que c'est un petit peu terrible de le dire, c'est-à-dire la fermeture des salles, ça a été aussi un point gagné pour nous, parce que tout le monde s'est rendu compte à Bruxelles, à Creative Europe, mais que lorsque les salles ferment, il n'y a plus de recettes, il n'y a plus rien qui remonte dans la profession, et d'un seul coup, c'est un désert. Et même à un moment, j'ai entendu quelqu'un qui disait, mais sans les salles aujourd'hui, à quoi sert Creative Europe? Et c'est vrai que c'est par le manque, par le vide, et que soudain, on s'est rendu compte de la place des salles aussi dans l'économie. Dans l'économie et la vie, c'est vital, du cinéma, parce qu'on parle des plateformes, on parle des autres moyens aujourd'hui de diffusion des films, mais qu'est-ce qu'ils apportent aujourd'hui à l'économie du cinéma européen? Très peu de choses. Et que les salles de cinéma, non seulement elles apportent effectivement des moyens financiers, mais aussi elles font parler du cinéma. Donc c'est tout un environnement qui est un environnement aujourd'hui dont on a eu besoin, dont on aura toujours besoin. Et je pense que c'est aussi ce manque-là qui a poussé les spectateurs à revenir chez nous, et j'espère qu'on va gagner la partie sur la durée. Alors, dire une petite chose, c'est qu'on a quand même réussi à attirer l'attention sur les salles très vite dans les réunions qu'on avait, qui étaient des réunions professionnelles, qui réunissaient à l'échelle européenne à la fois les producteurs, les distributeurs, les vendeurs à l'étranger, les télévisions, beaucoup d'intervenants, et bien que les salles de cinéma étaient reconnues assez vite par tout le monde comme étant essentielles. Ça a été une espèce d'unanimité qui s'est faite assez rapidement, ce qui a d'ailleurs permis effectivement à Creative Europe de nous répondre assez positivement sur nos demandes. Nos demandes, elles ont été satisfaites, en tous les cas pour partie, c'est-à-dire que le paiement de 2019 a été avancé, il est en cours aujourd'hui. Il y a eu une avance de 5 millions d'euros qui a été aussi, qui va être mise en œuvre dans les jours qui viennent, ce qui veut dire que les salles de cinéma du réseau vont recevoir 2 sommes d'argent maintenant. Maintenant, c'est important parce qu'on sait tous ce que ça veut dire la trésorerie. On sait très bien que pendant 3 mois, aucune trésorerie et pourtant des charges, même si souvent on était aidé par les pouvoirs publics quand il s'agissait du chômage partiel en France ou dans d'autres pays d'Europe. Donc aujourd'hui, c'est quand même une crise pour nous. Nous sommes aujourd'hui en difficulté financière, parce que nous n'avons aucun moyen, aucune recette aujourd'hui pour repartir. Et donc aujourd'hui, c'est un soutien financier qui est bienvenu. Donc je l'ai déjà annoncé, et donc il est en cours aujourd'hui, avant l'été. Vous allez recevoir entre 20 000, 30 000, 35 000 euros, ça dépend des montants pour chaque salle. Donc ça, c'est important. Et puis, parlons maintenant du futur, parce qu'on a aussi parlé du futur. Et le futur, c'est aussi ce que nous, on a remarqué à l'échelle européenne.
Et à l'échelle européenne, on s'est rendu compte que les salles de cinéma, j'ai écrit d'ailleurs un article dans le Film français qui s'appelait « Fermé mais ouvert », que les salles de cinéma, pour les membres de notre réseau surtout, je ne parle pas tant que ça des circuits, je parle surtout des salles indépendantes, finalement, avaient maintenu une activité. Avaient maintenu une activité grâce aux réseaux sociaux, mais aussi une activité qui est une activité ou de présence, d'ouverture des halls, comme je l'ai dit pour ce qui me concernait, mais aussi de salles virtuelles, de liens avec des plateformes, de liens avec d'autres partenaires. Et donc ça, nous, on l'a repéré à l'échelle européenne. Tous les membres de cette réunion cet après-midi se sont fait repérer précisément pour cette raison-là. Ils ont tous eu une activité. Cette activité était innovante, elle a été inventive. Et maintenant, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que l'on va tirer pour le futur de ce que nous avons expérimenté, de ce qu'on a un peu inventé, on s'est un peu surpris nous-mêmes quelquefois, pour les pratiques, les nouveaux usages dont tu parlais tout à l'heure, Mathias. Et donc, je pense que c'est bien que vous ayez cette discussion aujourd'hui, parce que nous, à Europa Cinéma, on est en train d'y travailler précisément comment, dans le futur, on peut non seulement aider les salles à programmer des films européens, à faire un travail d'animation en direction du jeune public, ça c'est le fond, c'est notre activité et c'est notre rôle, mais aussi, à partir de ce qui vient de se passer pendant ces mois, comment on peut avoir des innovations qui peuvent se mettre en place, des choses qu'on ne savait peut-être pas possible, qui maintenant peuvent le devenir, à quelles conditions, voir comment chacun, dans chaque pays en Europe, l'adaptera. Moi, j'ai vu des choses qui sont passées, par exemple, en Tchéquie, qui sont assez semblables à ce qui s'est passé en France. Il y a des choses qui se passent en Allemagne, pas mal en Suède, en Espagne. Donc aujourd'hui, ça va être aussi, avec ce qu'on est en train de faire aujourd'hui à nous 5, ici, quelque chose qui peut s'élargir avec ce que l'on a repéré ailleurs, ce qui nous sert aujourd'hui aussi d'expérimentation chez nos voisins, chez nos collègues, la transmission. Et c'est un peu le rôle d'un réseau de salles de cinéma, c'est ce que nous sommes. Et donc voilà, je voulais simplement vous dire que de participer aujourd'hui au Festival de Contis, qu'on aime beaucoup. Moi, j'avais reçu évidemment Betty et Rainer, et puis on a une longue collaboration avec Mathias. Et je pense que ce que vous faites est précisément, c'est l'image même de ce qu'on peut faire en innovant, en inventant. Donc aujourd'hui, tous les cas Europa Cinéma, on est au diapason de ça. Et on est à l'écoute de ça parce que les moyens supplémentaires qu'on va avoir, les 5 millions supplémentaires, vont être utilisés pour vous soutenir, y compris dans ces activités innovantes dont on va parler maintenant. Voilà. Merci. Alors, activités innovantes, justement, salle virtuelle, VOD, séances en plein air, drive-in, accélération de l'usage de la billetterie en ligne et de cette fameuse dématérialisation du lien avec le public. Beaucoup de pratiques ont émergé ces derniers mois teintés de Covid. Et je remercie encore une fois le Festival de Contis pour cette occasion. Mathias, Betty, Rainer, merci Claude-Éric. On va vous faire descendre de scène, car je ne suis pas seule par ailleurs pour parler de tout ça. Nous avons le grand plaisir d'avoir parmi nous des représentants de cinéma qui ont testé, expérimenté, réinventé et que je vais appeler sur scène dans un ordre tout à fait impartial puisque alphabétique, à commencer par William Benedetto du cinéma L'Alhambra de Marseille. J'enchaîne le temps, je pense que la technique… Et je remercie d'ailleurs Marion qui n'est pas loin, Marion Delic, notre chère rédactrice en chef à Box Office Pro, qui assure toute la technique de cette rencontre. Bonjour William. Et Paul-Marie Claret des cinémas Le Méliès à Saint-Étienne. J'enchaîne. Éric Gouzanet de l'Arvor de Rennes. Nous avons aussi parmi nous Élise Jalado, qui se joint à nous de Grèce pour représenter le festival de Thessalonique ainsi que les cinémas Olympion et Warehouse. Et enfin, Gauthier Labrusse du cinéma Luxe de Caen et président du groupement national des cinémas de recherche, communément appelé GNCR. Est-ce que tout le monde… Non, tout le monde n'est pas encore là. Et ce n'est pas grave. Je pense qu'on peut avoir un petit délai.
Bonjour, bienvenue à tous. Un grand merci de votre présence pour en profiter un maximum dans le temps qui nous est imparti. Je voudrais débuter l'atelier avec la thématique comme l'a évoqué Claude-Éric tout à l'heure, me semble personnellement la plus prégnante, à savoir la salle comme lieu social, comme lumière de la ville, comme on aime dire. William Benedetto, l'Alhambra, s'est reconverti durant quelques semaines, par exemple, en atelier de confection. Pouvez-vous nous en dire davantage ? Oui, bonjour et merci pour cette invitation. Pour essayer d'aller dans le vif du sujet, effectivement, juste après la fermeture de nos écrans, passé le moment un peu de stupéfaction, enfin en tout cas on était toutes et tous, je crois, un peu figés, un peu dans l'incertitude. Très vite autour de nous, ici à l'Alhambra, à Marseille, un peu dans les quartiers nord, les informations qui ont commencé à circuler, les interpellations se sont faites plutôt sur le terrain d'une situation un peu difficile, presque d'une crise humanitaire pour certaines populations, et d'actions qui commençaient à se mettre en place par des partenaires avec qui nous avons l'habitude de travailler, parce que ça c'est important aussi du point de vue social, c'est-à-dire qu'une salle de cinéma, me semble-t-il, travaille avec beaucoup de partenaires, beaucoup l'éducation nationale, mais aussi d'autres types, et on a tout de suite été mis dans ces réseaux, dans ces circulations d'informations-là, et le centre social voisin, c'est le centre social de l'Estac, nous a informé de sa volonté de créer un atelier pour faire des masques. Et tout de suite, moi j'ai dit, nous on a, moi mon lieu il est fermé, j'ai un grand hall dans lequel on pourrait aussi installer un deuxième atelier. Donc voilà, on s'est attelé à cette tâche-là. Il a quand même fallu un peu gérer le planning vis-à-vis de tous les bénévoles qui se sont très vite présentés. Et pendant plus d'un mois, le cinéma a ouvert ses portes à essentiellement des femmes, il faut le dire. Il y a un homme qui a participé à l'aventure, qui sont venus tous les matins participer à la création de masques en tissu. Et ça a été, ça a remis un petit peu de vie dans le cinéma, ça nous a connectés avec cette action-là. Et ça a surtout créé aussi un groupe, un réseau. Je m'excuse, c'est une alarme qui se remet dans une autre partie du cinéma. Je n'ai pas la main dessus. Mais j'ai la centrale dans le bureau. Et donc voilà, donc très vite, on s'est organisé pour accueillir cet atelier et ça a permis de rencontrer de nouvelles personnes, de vivre une expérience partagée. Et pour finir, on a terminé cette aventure jeudi dernier, où une des séances de la réouverture de l'Alhambra s'est faite avec une invitation à toutes ces personnes bénévoles. Et du coup, on les a invités à venir à une soirée cinéma, un repas au cinéma, et on a fait la projection du film Made in Bangladesh, parce qu'il nous semblait que ça faisait un écho un petit peu lointain. Et du coup, la boucle a été bouclée, ça a été un beau moment, une belle aventure humaine, et on a essayé de la reconnecter avec le cinéma et avec la nouvelle dynamique. On ne va pas faire de révolution, mais c'est vrai que la façon dont le film est regardé ce soir-là par ces personnes-là et par le public présent n'est pas tout à fait la même. Et ça redonne un peu au cinéma en tant que lieu et au cinéma en tant que film, je trouve une autre dynamique. On peut aussi prendre comme exemple dans un autre type de reconversion, celui des cinémas Méliès. Alors, Paul-Marie Claret, le cinéma chez vous fait aussi de la radio à Saint-Étienne. Alors, bonjour et merci de l'invitation. On n'a pas commencé tout de suite par la radio. Très vite, dès que le confinement s'annonce, en plus il y a une brasserie chez nous, donc il a fallu tout fermer. Mais tout de suite, j'avais la volonté, avec Sylvain Pichon, que l'équipe se sente investie et qu'on n'abandonne pas nos spectateurs et tous nos spectateurs. Et tout de suite, on a lancé 2 idées très, très fortes. Le mardi, dès le mardi, on est arrivé avec 2 idées. C'était la Battle Méliès, qui perdure encore et qui va perdurer tout au long de l'année, qui réunit environ 1000 personnes par semaine. Et la communauté s'agrandit petit à petit. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a des Stéphanois, des anonymes, des gens de 60 ans à 15 ans. Il y a des gens de la profession. Il y a des distributeurs, il y a des acteurs, il y a des gens qui tiennent des salles en Europe aussi. Et c'est un partage de cinéphilie. Et tout au long de ce 3 mois, on a joué. Il y a eu 16 thèmes abordés, vu qu'on continue.
À chaque fois, on choisit, on a pu laisser choisir à un moment les gagnants, et finalement, c'est l'équipe qui a repris le dessus. J'en cite comme ça quelques-uns. La salle de cinéma au cinéma, ça c'était celui de la semaine dernière, quand on a réouvert. Il y a eu Tous en terrasse, quand les terrasses se sont enfin libérées, qu'on a pu aller voir tous des verres, on a été très heureux. Il y a eu Sale gosse et Enfants terribles, parce qu'à un moment donné, je pense qu'on a tous eu voilà, des relations un peu complexes. Ou les beaux discours, parce qu'il y a eu les beaux discours des politiques. Et les films ils partagent l'ensemble d'une cinéphilie, c'est qu'on va de La Boum à Jean Eustache, on va du Juge Fayard à Goyer la colère des dieux, on va de Cocktail à L'arroseur arrosé. Et ça, c'était rigolo. Et tout de suite aussi, on a mis en place l'épicerie film. L'épicerie film, c'était une proposition quotidienne d'une sélection de films qu'on trouvait disponibles soit à la télévision, mais via les plateformes, enfin en VOD, et ainsi de suite, soit vers les liens de la Cinémathèque ou des sites européens. Et c'était une programmation qui était pensée comme la programmation du Méliès, c'est-à-dire une hiérarchisation, un coup de cœur, un film. Voilà, on n'est pas allé sur les choses forcément les plus évidentes ou les plus faciles. Et ça demandait beaucoup de travail parce que au final, il y a beaucoup de choses, mais arriver à resserrer, comme on resserre une programmation tout au long de l'année, en piochant autour de tous les films qui sortent chaque semaine, de 15 à 20 en fonction des semaines, bah voilà, ça nous a demandé un peu de travail et c'est toute l'équipe qui a participé malgré tout. Ensuite, on a lancé Ce souvenir des belles choses au bout de quelques semaines, un appel à témoignages des spectateurs par rapport à ce qu'ils ont aimé chez nous, les rencontres, un film. Et on a eu pas mal de petits témoignages qu'on publiait aussi sur notre site internet. Très vite, on se dit aussi que les publics empêchés numériquement, les personnes âgées qu'on voyait, moi que je voyais passer dans le cinéma tous les jours, assez seuls, parce que c'est les personnes qu'on voit à 14 heures à nos caisses, n'avaient pas la possibilité d'être informés de la même façon. Donc, on a voulu tirer à part sur la forme de notre programme. Ça a été assez compliqué parce qu'on se disait que les gens n'allaient peut-être pas oser le prendre. Le virus se transmettait à l'époque encore sur le papier. Enfin, mais on a quand même fait ça et c'était bien aussi de montrer qu'ils pouvaient participer et nous rejoindre. Et ensuite, c'est deux personnes de l'équipe, Nathalie et Nicolas, qui d'eux-mêmes, en fait, ont lancé Radio Silencio. Et Radio Silencio, c'est quelque chose qui va perdurer aussi. Donc, diffusé sur 89.5, une radio locale qui s'appelle Radio Dio, tous les mercredis à 11h, en direct, enfin, info direct, parce que nous, c'est un montage. En fait, Radio Silencio, c'est quoi? C'est un montage de musique de film et de paroles de film. Uniquement ça. 1 heure. Et c'est des duos qui se forment à partir des gens de l'équipe ou qui peuvent inviter une personne, enfin, un ami cinéphile de l'extérieur. Et là, du coup, on en est déjà à 8. Et c'est vraiment à l'audace de l'équipe, en fait. Et ça, c'est vachement riche aussi. C'est de voir que nos équipes, en fait, on a des idées. Mais les idées, elles viennent du partage, enfin, elles viennent d'autres choses. Et donc, Radio Silencio, vous pouvez aussi trouver sur Mixcloud ou via Internet, parce que vous avez je vois qu'il y a quelque chose qui s'affiche. Vous pouvez regarder les documents et rejoindre la battle via Facebook, rejoindre notre compte Instagram ou rejoindre notre chaîne Mixcloud. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup, Paul-Marie. Parmi la diversification vers d'autres activités, on a tous pu noter que la période de confinement semble avoir mis à mal l'idée d'une certaine antinomie entre les cinémas et la diffusion de films en ligne, justement, comme vous évoquiez à l'épicerie film, avec l'émergence du recours à la VOD et aux e-séances, éditorialisées par les salles. Alors, Éric Gouzanet, vous avez été parmi les premiers à adopter les e-séances de la 25e heure à l'Arvor de Rennes. Pour rappel, là, il s'agit, contrairement à la vidéo à la demande, de séances virtuelles géolocalisées à horaire fixe et avec partage de recettes entre le distributeur, l'exploitant et bien entendu une partie pour la plateforme. Et c'est des recettes que vous avez notamment reversées à Rennes au CHU de la ville, tout comme le Luxe de Caen, où la salle virtuelle a permis de soutenir la lutte contre le Covid et nous y reviendrons juste après. Donc, Éric, est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience? Bonjour à toutes et à tous, merci pour l'invitation. Écoutez, c'était au début du Covid. Je connaissais en fait la plateforme via le distributeur et producteur Pierre-Emmanuel Le Goff, qui m'avait donc déjà proposé son film en sortie nationale
les grands voisins, la cité rêvée et le film de Bastien Simon. Donc, j'avais pour projet éventuellement de le sortir. Le Covid arrivant, les salles fermant, il me relance sur ce projet. Moi, c'est vrai que 3 semaines passées à faire du ménage ou autre, on s'ennuie un peu. Moi, je trouve cette opportunité géniale et je m'accroche, j'y vais, je fonce. Pour cela, je contacte avant tout tout le réseau associatif ou autre avec qui j'ai l'occasion de travailler tout au long de l'année. Et donc, j'adresse un mail, parce que notre site, il est HS, on n'a pas de newsletter, donc on a aussi une force directe avec ce public pour dire, on est debout, on est là, on veut vous proposer un programme, une programmation, une heure fixe. Voilà ce qui m'intéressait aussi, contrairement à la VOD, c'est ce moment fixe sur un lieu géolocalisé et l'impression de revenir à la salle. Vraiment, c'est ce que j'ai eu personnellement et aussi nos spectateurs qui nous ont fait beaucoup de retours dès cette première séance. Et on a réuni pour ce premier coup un peu plus de 270 foyers qui ont participé et qui ont été très reconnaissants pour cette initiative. Et ensuite, j'ai proposé 7 rendez-vous, un par semaine. L'intérêt aussi de cette salle virtuelle, c'est aussi le moment de débat. Puisque toutes les projections étaient suivies d'un débat, bien sûr, en visioconférence avec le réalisateur ou un protagoniste du film. Donc voilà, la fréquentation s'est peut-être un peu amusée justement lorsqu'on a été déconfiné, mais c'est vrai que les 3 ou 4 premières projections ont été très très suivies et très appréciées de la part de notre public. Vraiment le sentiment qu'on était encore là, encore vivant. Et puis, c'est drôle aussi, vous avez des spectateurs qui arrivent en retard chez vous en temps normal. Sur la séance cinéma aussi, ils sont en retard. J'ai quand même eu aussi une spectatrice qui est venue au cinéma en plein confinement. Eric, je pense que tu as mal lu ce que j'avais pu t'adresser. Donc voilà, il y a aussi un impact médiatique, je ne vais pas le cacher, puisque la première séance a été donc... suivi par les médias, au François Ouest, c'est peut-être la première fois qu'ils ont parlé de culture, après 3 semaines de crise, c'est peut-être la première fois qu'ils parlaient autre chose aussi que du Covid, et donc on est très fiers d'avoir pu mener ce projet. J'ai pu aussi programmer des films, il y avait un choix de la part de la plateforme, mais aussi j'ai apporté des films de production régionale d'ailleurs. Curieusement, un film qui était projeté, que j'ai projeté donc le dimanche soir pour une projection débat. Le lendemain, il était diffusé sur France 3. Et puis le jeudi suivant sur les télés locales. Donc il y avait une belle complémentarité entre notre salle et puis les chaînes régionales ou locales. Voilà, dans cette dynamique forte quand même, j'ai aussi décidé d'ouvrir le lundi 22 en juin à minuit 1. Et je pense que si j'avais pas été, si j'avais pas proposé ces projections de cinéma, je l'aurais pas fait. Même si j'avais eu vent qu'il y avait des coiffeurs aussi, des restaurants qui avaient ouvert à ce moment-là. Et c'est vrai que ça a été aussi très, très bien apprécié puisqu'on a fait complet dans 2 salles sur le film de Rick Lebowski, et puis on a eu un soutien du public qui était ravi aussi d'être les premiers Français ou Françaises à venir au cinéma. Je pense que continuer, pourquoi pas, oui. C'est vrai qu'on peut penser au public empêché. Le futur cinéma de Harvard va être en face du un des plus grands pénitentiaires de femmes. Donc, pourquoi pas aussi proposer une extension de nos salles, pourquoi pas aussi, lorsqu'un film sort de l'affiche, pourquoi pas aussi le proposer sur un temps déterminé. Reste l'économie, vous avez parlé de l'économie, c'est vrai que c'était une projection non commerciale, avec un partage des recettes, 2 € pour le distributeur, 2 € pour la salle, 1 € pour la plateforme et 1 € pour le réalisateur lorsqu'il avait participé à un débat. Donc c'est pas ce qui va nous renflouer nos caisses, mais en plus on l'a donné, comme vous le disiez, on l'a remis la première séance, on l'a remis au fond de Minoé, au CHU de Pontchaillou. C'est quelque chose qui a été très apprécié. Donc voilà, pourquoi pas continuer, mais il faudra qu'on ait un retour de TSA.
voilà un peu ce que je peux vous dire sur cette expérience qui était très enrichissante. Et tous les jours aujourd'hui dans la salle, qui est ouverte comme mes collègues, on a des retours sur ces projections aussi. Sur la TSA, j'imagine que c'est un autre débat. Mais en tout cas, côté Caen, il y a eu une multiplication d'initiatives aussi, sachant qu'au e-séance, à la salle virtuelle, s'est ajouté la VOD, le fameux Netflix avec la toile du luxe, et des séances en drive-in. Gauthier Labrusse, à vous, je vous passe la parole pour ce partage d'expérience, s'il vous plaît. Merci bien, bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Je remercie aussi Europa Cinéma qui a pensé à m'inviter dans ce panel. Et puis, j'en profite pour saluer mes collègues et les féliciter de toutes leurs initiatives. Mais je vais commencer par rebondir sur ce que vient de dire Eric, en rappelant quand même que, effectivement, toutes les initiatives, en tout cas que le luxe a pu mettre en œuvre, restent marginales, très marginales, par rapport à son activité normale, à l'exploitation des salles. Grosso modo, on va avoir perdu quelque chose comme 50 000 entrées sur cette période. Donc, c'est considérable. J'imagine qu'à Saint-Étienne, c'est encore plus important puisqu'ils ont plus de salles. Donc, ça reste marginal. Et puis, il ne faut pas oublier aussi qu'on était dans une réalité économique qui faisait qu'on avait quand même intérêt à bénéficier du chômage partiel. Donc, ça veut dire aussi qu'on ne s'est pas totalement investi sur l'ensemble de ces initiatives et que, à contrario, ça veut dire que si on s'investissait un peu plus, on pourrait sans doute en faire quelque chose d'encore plus intéressant. Ça, c'est pour rebondir aussi sur ce que vient de dire Eric pour l'avenir, en fait, notamment du e-cinéma. Mais donc, je vais revenir un peu sur ce que le luxe a mis en œuvre dans cet environnement. Une fois passé la sidération, effectivement, on a choisi de ne pas rester totalement inactif. D'une part parce que le discours laissant entendre qu'on était dans des domaines finalement inutiles nous a un peu agacés et en fait nous a donné envie de montrer qu'on existait, qu'on n'était pas mort, que la salle était présente, que la salle vivait. Et tout s'est fait un peu naturellement chez nous parce que, effectivement, vous l'avez dit, on avait Netflix depuis 3 ans. On a participé avec la toile à la mise en place de cette plateforme qui est pour nous un prolongement naturel d'un vidéoclub qui existe chez nous de façon physique depuis 1996 en fait. Donc on a un vrai vidéoclub avec à l'origine VHS, puis ensuite DVD, et maintenant DVD et VOD dans notre cinéma. Et très rapidement, j'ai contacté Joséphine Létang, qui est donc la directrice générale de la toile, pour lui dire il faut là, ne pas laisser le terrain uniquement à Netflix ou à Amazon qui venait d'arriver ou à Disney qui allait arriver et faire quelque chose qui puisse… L'avantage de la toile, c'est que c'est un partage entre donc la plateforme, les ayants droit et la salle de cinéma, comme d'ailleurs les séances le sont les séances de e-cinéma proposées par la 25e heure. Donc, j'ai proposé à Joséphine, d'une part, qu'elle contacte les distributeurs parce qu'on sentait bien que certains allaient passer directement en VOD, et d'autre part qu'elle éventuellement élargisse le nombre de salles participantes, qui était à l'époque, au début du confinement, à 50 et qui est dû passer à 150. Et l'activité même de Vidéoclub du Luxe en est tout de suite ressentie, puisque nous, nos chiffres de location à la semaine, pendant toute la période du confinement, ont été multipliés par 10. Bon, donc, alors je le redis, hein, ça reste marginal parce qu'on a atteint peut-être à un moment 200 locations par semaine, mais voilà, c'était quand même quelque chose qui permettait aussi à nos spectateurs de montrer qu'ils étaient fidèles, de montrer que au-delà de ce qu'on entretenait aussi sur les réseaux sociaux, qu'ils avaient besoin de continuer à nous soutenir. Et puis, à l'instar d'Eric à l'Arvor, mais d'autres salles, on a mis en place aussi avec la 25e heure des séances de e-cinéma qui sont effectivement l'occasion, à la différence du vidéoclub, de maintenir quelque chose qui se rapproche de la séance des débats de la salle de cinéma. Et je pense que là, il y a quelque chose à inventer effectivement pour la suite, pour les publics empêchés, et puis même pour faire profiter de choses très spécifiques comme des conférences, débats liés à la projection de films, des publics qui sont éloignés et qui ne peuvent pas évidemment participer. Et il y a quelque chose à inventer pour l'avenir.
Donc tout ça s'est fait un peu naturellement. Et puis ce qui s'est fait aussi très naturellement, c'est la proposition donc de drive-in. Parce que le luxe en avait déjà proposé. Enfin, on fait nous énormément de projections plein air tous les ans, entre 80 et 100, sous toute forme, des formes ludiques comme le pédalo ciné, comme la piscine, mais aussi des projections plein air classiques. Et puis de temps en temps, à la demande des communes ou à la demande d'associations spéciales, enfin des associations qui veulent travailler sur les années 70 ou sur le cinéma américain de cette époque ou sur les voitures rétro, des choses comme ça, on met en place des drive-in. Donc on a l'habitude de travailler avec ce que ça requiert, c'est-à-dire des bandes FM, enfin voilà, on imagine bien un émetteur, une antenne. Et j'ai pensé immédiatement que c'était la solution pour que les publics puissent continuer à aller voir des films de façon sécurisée, en respectant les règles sanitaires, à le faire de façon collective en fait, puisque même si on maintient la distanciation physique, on supprime au moins un petit peu la distanciation sociale, puisque les gens ont vraiment le sentiment de vivre un événement collectif, une expérience ensemble. Et je l'ai proposé rapidement à la ville de Caen, un partenaire qui s'appelle Caen Événement pour le lieu, parce qu'il nous fallait un lieu clos. Et on a commencé à travailler avec la préfecture et avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, puisqu'il faut une autorisation d'émission de fréquence. Et ça a mis un peu de temps à se mettre en place. J'aurais aimé que ça soit dès la fin du confinement. Ça n'a pas été le cas parce que la préfecture était un peu frileuse. Mais finalement, on l'a mis rapidement en œuvre et on a fait un certain nombre jusqu'à la réouverture. On devait le faire jusqu'au mois de juillet, mais on a pris un peu de cours par cette finalement ouverture un peu rapide, puisque le scénario qui était travaillé, c'était plutôt le 1er juillet, voire le 15. Et l'idée générale, c'était de délocaliser le luxe, c'est-à-dire une de ces salles, sur un lieu clos, mais en plein air, et puis en drive-in. Et donc, on a appliqué, en accord avec le Centre national du cinéma, une billetterie cinéma sur toute cette période, ce qui nous permettait par ailleurs d'échapper à la règle obligatoire des 1 an pour les projections en plein air. C'est la réglementation du non commercial. Et donc, on a pu diffuser des films de l'actualité. Et on aurait pu, c'était en préparation également, diffuser des avant-premières, mais bon, donc on a clos tout ça le 20 juin, avec quelques déconvenues liées au temps, puisque malheureusement, autant le mois de mai a été magnifique, et puis toute la période du confinement, on a eu un très beau temps, autant le mois de juin a été un peu dur, et on a été obligé d'annuler certaines séances pour ne prendre aucun risque, à la fois avec les batteries des voitures, parce que déjà la radio compte, mais en plus s'il y a des essuie-glaces, c'est pas génial. Et puis surtout pour le matériel, les écrans. Mais à chaque fois qu'on a fait une séance, elle était pleine en fait. Donc voilà, c'était une très très belle expérience. Je ne dis pas que je la renouvellerai systématiquement parce que il y a évidemment des aspects qu'on soulignera qui sont un peu anti-écolo, c'est pas tout à fait effectivement dans notre ADN de proposer aux gens de venir voir des films en voiture. Ceci dit, malgré tout, majoritairement quand ils se déplacent chez nous, ils viennent en voiture, donc ça change finalement pas grand-chose. Mais voilà, c'est pas quelque chose qu'on prône nécessairement. Mais c'était une très très belle expérience et je vous assure que j'ai présenté toutes les séances. D'ailleurs, qu'on a fait aussi des animations, des choses, et que parler à 200 voitures en face de soi qui klaxonnent, qui font des appels de phare, c'est très 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 impressionnant. Mais je rappelais à cette occasion que notre ministre de la Culture est lui-même, en tout cas, ou a été concessionnaire de voitures, donc peut-être lui-même aussi parlait à une époque à des voitures. Enfin voilà, si on peut revenir quand vous voulez, mais je pense avoir fait le tour de ce qu'a mis en œuvre le luxe, sachant que physiquement aussi, il y a des choses qui se sont passées sous le manteau que je vais pas raconter ici, parce que je ne peux pas, mais on a maintenu, par exemple, notre rendez-vous à MAP, qui a lieu toutes les semaines. Donc les gens ont continué pendant le confinement et pendant le déconfinement à venir chercher leur panier chez nous. Voilà, et puis évidemment, beaucoup de membres de l'équipe du luxe qui ont participé au battle du Méliès. Merci beaucoup Gauthier pour ce partage.
Et juste au moment où on en arrivait à Élise, on l'a un peu perdu la connexion. Je sais qu'elle est de retour et va bientôt nous rejoindre. Mais peut-être pour ne pas trop casser la dynamique, quitte à revenir auprès d'Élise tout à l'heure, je voulais vous poser à tous une question concernant cet atout de taille qu'ont les cinémas arts et essais que vous représentez, qui est la fidélité de votre public. Et je sais que ça peut paraître incongru de se poser la question à une époque où l'enjeu est de reconquérir son public. En quoi est-ce que vous pensez que tous les usages, tous ces nouveaux usages qui ont été expérimentés peuvent aussi permettre demain d'en conquérir des nouveaux? Alors, oui, le Méliès. Alors, non, ouais. Du coup, par rapport à ça, je pense que c'est notre éditorialisation qui fait notre force. Et ça, c'est un travail de programmation, c'est le programmateur qui est responsable de ça. Et après, c'est surtout on fait un travail aussi à la caisse. On est des épiciers fins. L'épicerie film, c'était l'idée aussi de l'épicerie tout le temps. On est des offices du tourisme dans une ville. Et on fait travailler aussi tous les commerçants qui sont autour. Et je crois réellement que notre éditorialisation, la fait de défendre, enfin, on a tous, que ce soit à Marseille, à Caen, à Rennes, des spécificités, des goûts aussi pour certains films. On va orienter nos programmations et régulièrement, que ce soit à Caen, à Saint-Étienne ou ailleurs, on arrive à faire les meilleurs résultats en province sur certains films qu'on a choisi de défendre. Et du coup, on a fidélisé. Et on pouvait avoir la crainte, moi j'avais la crainte sur deux choses pendant le confinement. J'avais un peu peur qu'on perde les jeunes, parce qu'avec Disney+, et les plateformes et autres. Et finalement, sur les premiers jours, nous, on a eu beaucoup de jeunes qui sont venus. Et je crois qu'il y avait un besoin de partager au-delà que devant son écran ou avec sa famille, avec le bruit du frigo, l'expérience de la salle, qui me semble nécessaire. En plus, nous, on a remis les salles un peu au bout du jour l'été dernier. Et après, j'avais un peu peur aussi pour les personnes, on va dire, âgées, qui sont les plus sensibles au Covid. Et elles sont revenues très vite, elles aussi. Et je crois que c'est le lien de fidélité sur lequel, de temps en temps, on est tellement la tête dans le guidon, on voit pas, en fait, qu'on a constitué cette communauté. Et au final, il faut se réjouir parce qu'il y a beaucoup de films sur lesquels on mise, surtout ces trois dernières années, et qui s'écroulent. On a des déceptions tous, chacun qu'on est. Mais malgré tout, il y a des films très sensibles de la diversité européenne, du monde entier finalement, mais qu'on arrive à faire émerger. Et c'est là-dessus qu'on se détache. Aujourd'hui, nos cinémas indépendants, l'air de rien, redémarrent mieux que certains cinémas multiplex, parce que la curiosité est là, parce que la culture qu'on partage ensemble, c'est plus que, désolé de prendre un exemple bébête, mais que un Danny Boone. On partage quelque chose, un vivre ensemble, des sentiments. On fait vivre des associations aussi en les accueillant, en leur donnant la parole, des institutions. Et on est ce lieu d'accueil, on est un lieu dans la ville, au sein de la ville. Par moments, nos politiques en local ne s'en rendent même pas compte ou plus compte. Là, on est réunis par médias, enfin par Europa. Et finalement, on est reconnu à l'échelle européenne, mais on n'est pas reconnu à l'échelle locale. Et aujourd'hui, il faudrait que l'État reconstitue un peu, renfloue le CNC et qu'il y ait une volonté de dire les régions agissez de la même façon pour toutes les régions. Agissez après au niveau du département, au niveau de la communauté de communes, de la ville. Et il faut vraiment que ça descende. Et parce qu'on n'arrive plus à remonter, et il faut vraiment qu'il y ait des impulsions qui soient très très fortes. Parce que le désir en local, on sait le créer. Aujourd'hui, pour continuer à exister, il faut aussi que le désir en local, on l'a. On a tous nos spécificités selon nos tailles de ville, selon nos programmations, selon nos équipes qui sont polyvalentes, il faut le rappeler, parce que c'est très rare dans un cinéma comme les nôtres. Enfin, au Méliès, c'est 6 écrans dans 2 lieux différents, mais c'est que 10 salariés. On est vraiment, par moment, moi, j'aimerais avoir 2-3 personnes de plus. Mais bon, dans mon budget annuel, je peux pas. Pendant le Covid, j'ai perdu l'équivalent de 300. Si les publics scolaires ne reviennent pas, ça sera plutôt 500, et la masse salariale, elle va être 440 000. Et donc, il va falloir qu'on m'explique, parce que la première crise, elle sera pas maintenant, elle sera après. Mais après, je suis quelqu'un de très positif, et je crois qu'on va y arriver, qu'on va surmonter tout ça. Et je crois qu'il faut pas attendre que le marché américain redémarre. Je pense qu'on a la richesse et la production sur notre territoire, en Europe et dans le monde, et profitons-en pour remettre un peu autre chose. Faisons-nous confiance. Voilà, les jeunes là, qu'on a fait revenir,
c'est sur Elephant Man qui venait. Et c'était génial de voir ça. Par exemple, c'est un exemple. Je laisse la parole. Merci beaucoup, Paul-Marie. Gauthier, oui. Une seconde, le temps que ta caméra Oui. s'allume. Voilà. Pour répondre à la question que vous posiez, d'abord, moi, je vais regretter un peu quand même la position de la Fédération nationale des cinémas français pendant toute cette période, qui précisément s'est opposée, même parfois officiellement, aux initiatives qu'ont pu prendre les salles indépendantes. Il a été beaucoup question de la VOD, il a été beaucoup question des drive-in, et la fédération, alors c'est normal, c'est son rôle, mais elle est quand même sur cette position de dire que le cinéma, c'est d'abord et peut-être nécessairement en salle dans les salles. Or, on voit bien que c'est pas toujours le cas et qu'il y a un public qui, par ailleurs, ne va jamais en salle, et ça a été le cas d'ailleurs pendant les drive-in. On a reçu des spectateurs dans ces drive-in qui nous disaient qu'ils ne venaient jamais en salle de cinéma, mais qu'ils étaient très curieux de cette expérience. Et puis c'est le cas sur les plateformes, sur la télévision. Enfin voilà, il y a le cinéma, il est aussi ailleurs. Bon, effectivement, il y a la chronologie des médias et cette fenêtre qu'il faut protéger, mais malgré tout, il ne faut pas faire l'impasse de ces initiatives et des possibilités qu'elles ouvrent. C'est quand même, ce sont quand même des outils intéressants. Et moi, je me souviens très bien que quand on a créé un vidéo club, donc c'était il y a plus de 30 ans dans notre salle, toute la profession nous a dit, mais vous êtes fous, vous êtes en train de vous tirer une balle dans le pied. Alors, nous, notre argument, c'était de dire, ben non, on pense que c'est totalement complémentaire de notre salle, que ça nous permet de travailler la cinéphilisation des spectateurs, que c'est une manière effectivement d'encourager la cinéphilie et puis d'enrichir le goût des spectateurs, et que c'est aussi bien que ça se passe dans notre établissement plutôt que dans l'établissement d'en face qui ne fait que vidéo club. Et je crois qu'il faut avoir un peu la même vision par rapport aux outils actuels et à cet outil-là qu'on est en train d'utiliser tous ensemble en ce moment. J'ai trouvé très intéressant ce que disait Eric tout à l'heure sur l'idée de pouvoir faire des séances cinéma effectivement avec le centre pénitentiaire. Voilà, il y a les publics et c'est pour ça qu'on fait, nous, on maintient cette plateforme VOD, mais aussi qu'on souhaite faire des séances cinéma, et puis qu'on fait beaucoup de projections plein air et beaucoup de projections hors les murs. Tout ce qui est hors les murs m'intéresse beaucoup. C'est parce que le public, il faut aller le chercher aussi là où il est. Et il se trouve que il est aussi sur les plateformes VOD, sur le virtuel. Et donc, une manière peut-être de le ramener dans nos salles, c'est d'aller les chercher là. Voilà ce que je voulais préciser. Un très rapide interlude, un peu technique au niveau de notre plateforme, avant de continuer justement l'échange. Tous nos participants peuvent poser des questions. Je ne sais jamais dans quel sens il faut pointer. Vous trouverez à côté de l'onglet chat que vous avez, à mon avis, bien découvert, donc vous êtes bien emparé, un onglet questions dans lequel vous pouvez poser une question, et aussi vous pouvez voter sur les questions qui vous intéressent, que vous auriez posées vous-même. Nous, ça nous permettra d'établir en fait un classement de vos priorités sur les sujets autour desquels vous voulez qu'on discute. Et aussi, Marion vient de publier des sondages qui ont été soumis par nos collègues du Festival de Contis, auxquels vous êtes invités à répondre, et nous pourrons tous ensemble, nos invités pourront commenter les résultats en fin de session, et le temps file. Et alors, Élise Jalado, je m'excuse d'avoir contrevenu à toutes les bonnes manières en ne donnant la parole à notre unique pas de problème qu'en dernier, mais vous êtes un peu notre guest star, vous qui nous rejoignez de Grèce. Alors, après ce petit tour de France fort instructif, oui. Quelle nouvelle et quel bilan côté Thessalonique dont vous dites… Allô? On a perdu… J'ai l'impression qu'on a perdu… Bon, vous m'entendez? Oui. Bon? Donc, alors, à Thessalonique, peut-être que je vais présenter un petit peu le festival de Thessalonique. Donc, je continue.
Donc, il s'agit de… Attendez, une minute parce que je suis en train de régler non seulement le Internet, mais aussi des enfants. Donc, je vais juste leur demander de se taire un petit peu, une toute petite minute. Oui, donc le Festival de Thessalonique, qu'est-ce que c'est? C'est 4 salles à l'année qui sont fermées l'été parce qu'en Grèce, les cinémas, c'est soit hiver, soit été, puisque c'est du plein air plutôt l'été. Et c'est un musée aussi, beaucoup de programmes éducatifs pour les enfants. Et puis, c'est 2 festivals internationaux. Donc, un en novembre, qui est le Festival international de Thessalonique, qui réunit à peu près 85 000 personnes, enfin spectateurs. Et puis, il y en a un en mars, qui est le Festival du documentaire, qui est un festival très important en Europe, qui réunit à peu près normalement 65 000 spectateurs. Et il se trouve que donc nos salles accueille le festival. Donc, en fait, ça nous permet aussi de jouer un peu on fait de l'audience building entre le festival, les salles, etc. On construit des publics, on fidélise les publics et voilà. Donc, il y a un certain équilibre entre l'exploitation des salles pendant l'année et les gros événements qu'on peut accueillir et produire nous-mêmes pendant le mois de mars et le mois de novembre. Donc, il se trouve qu'en mars, ça a été un petit problème. On a été obligé d'annuler le festival dans sa version physique le 1er mars. Le festival devait commencer le 5 mars. Donc, en fait, on a décidé d'aller de l'avant quand même sur toute la partie professionnelle parce qu'il y a beaucoup d'argent qui est en jeu avec l'industrie, il y a des prix, des pitchings, des formations, etc. Donc, on a tout passé sur Cinando, qui est la plateforme de Cannes, avec laquelle on travaillait déjà, puisque notre marché était déjà sur Cinando, notamment pour que les professionnels puissent voir les films, etc. Donc, ça, on a beaucoup utilisé Cinando, YouTube, et on a fait ça aux dates du festival, donc début mars. Et puis ensuite, on a décidé de décaler toute la programmation des films en salle pour parce qu'à l'époque, on y croyait encore. On s'était dit fin mai, on va le mettre fin mai, après Cannes. Et puis, on va pouvoir revenir en salle et faire des choses en salle. Et puis, bon, ça c'est vite, on a vite compris que c'était pas possible de revenir en salle. Donc, on a préparé le festival dans sa version… entre-temps, les salles étaient fermées, nos salles étaient fermées, bien sûr. Donc, nos équipes étaient complètement… D'abord, on avait les équipes des festivals, on avait les équipes des salles aussi qui étaient sous contrat. Donc, voilà. Et donc, entre cette période-là et fin mai, on a décidé d'essayer d'avoir quand même un contact entre les réalisateurs, le public et nous en tant que salle et en tant que festival. Donc, on a initié pas mal d'activités, notamment on a essayé de promouvoir les jeunes réalisateurs grecs sur YouTube. On a demandé à des réalisateurs grecs et internationaux de réaliser des films confinés. Donc ça allait de Jazanke à Ildiko Enyedi, en passant par Radu Djoudé, Denis Côté, Albert Serra. Donc, on a eu pas mal d'amis du festival qui ont fait des films confinés. C'était assez rigolo à faire d'ailleurs. Et ça, je crois que le public a bien apprécié parce qu'il y a une des séries qui a eu plus de 25 000 vues. Notre plateforme YouTube a bondi de 1000 parce qu'on l'utilisait pas beaucoup à 7500 followers. Facebook aussi, Instagram a bondi aussi. On a fait des compétitions pour les enfants confinés puisqu'on n'avait plus accès aux écoles puisque les enfants étaient chez eux et les professeurs travaillaient sur plateforme. Donc, on a fait des compétitions et d'ailleurs, on a eu des très, très beaux films confinés des enfants qui sont très surprenants et on a eu aussi des gagnants. On participait aussi des enfants de camps de réfugiés, donc c'était assez émouvant. Voilà. Et tout en faisant ça, évidemment, on préparait le festival de documentaire qui s'est tenu donc fin mai. Et on a travaillé avec Festival Scope. Alors, c'est pas du commercial, c'est du non commercial. Donc, on paye des screening fees aux ayants droit. Et ensuite, on a décidé. Alors, il y avait beaucoup de débats. Par exemple, faire payer, faire pas payer. Dans un pays comme la Grèce où l'économie était plutôt liquide jusqu'à très récemment, on s'est dit que pour une première expérience,
surtout que beaucoup de gens, on a fait un sondage après, on s'est rendu compte que plus de la moitié du public n'était pas déjà sur une plateforme. Donc, on s'est dit que 2 clics, ça suffisait, c'était largement suffisant parce que sinon, on allait les faire fuir. Donc, on a aussi décidé d'avoir 400 tickets maximum. Enfin bon, il y a tout un dispositif qui a été mis en place et le public n'a pas fui. Au contraire, on a eu, au lieu de 65 000, on a eu 83 000 spectateurs à peu près. Si il y a des ratios qui sont plus ou moins de 1,7 personnes derrière un ordinateur, donc ça fait à peu près 140 000 spectateurs sur le festival. Donc voilà. Bon, après, effectivement, si on peut tirer un bilan de cette expérience, c'est que c'est absolument pas sustainable, comme on dit en anglais. En français, on dit soutenable financièrement, puisque en fait, toute notre économie était plutôt basée sur un festival en physique et pas du tout en ligne. Évidemment, on recommencera plus du tout les billets gratuits. C'était vraiment pour faire un test. On a fait aussi une étude après le festival. Il se trouve que 40% des gens qui ont vu le festival en ligne n'étaient jamais venus au festival. Donc, on a gagné un nouveau public, mais en faisant des calculs par rapport au nombre de tickets et au nombre de nouveaux entrées, on a aussi perdu du public et on soupçonne que ce public, c'est le public des seniors, tout simplement, qui a peut-être un peu disparu dans l'équation. Qu'est-ce que je peux dire encore? Ah oui, il y a aussi, en fait, on s'est rendu compte après le festival qu'il y avait énormément d'activités sociales sur Internet, donc des gens qui animaient des chats, qui animaient des Facebook, qui s'engueulaient, qui se soutenaient, qui s'échangeaient comme un festival physique. Donc ça, c'était assez intéressant. Donc comment essayer de capitaliser là-dessus pour essayer de booster la salle, parce qu'en fait notre travail c'est quand même pas de faire des festivals en ligne, c'est quand même de booster, enfin de revenir en salle comme la plupart des festivals et comme la plupart des exploitants. On a lancé aussi pendant le confinement une nouvelle application qu'on devait lancer de toute façon. Donc, pour essayer de justement driver le public qui est très enthousiaste, parce qu'on est toujours sold out pendant les festivals, sur l'année, puisque quand même l'idée c'est d'avoir de pouvoir faire de l'audience building sur l'année en profitant des événements festivals qui sont quand même des grands rendez-vous et qui sont en général avec des grosses audiences. On a aussi, on prépare des programmes éducatifs pour la rentrée parce on se dit que même si les salles sont ouvertes, même si les écoles sont ouvertes, il y a peu de chances que les enfants puissent voyager, prendre un bus et même venir en salle. Donc, on prépare, on est en train de négocier les droits justement des films pour que au moins les séances puissent se faire pour les enfants dans les écoles ou même à la maison, parce qu'il faut anticiper. Alors, pour l'instant, on prépare tout pour la salle, évidemment, mais on peut switcher au dernier moment comme on l'a fait pour le festival documentaire. On prépare un festival en novembre hybride. Mais alors, c'est très compliqué parce que, évidemment, le documentaire, c'est pas de la fiction. D'abord, il y a très peu de films. Aussi, il faut dire que quand on va réouvrir nos salles en septembre, on ne sait pas avec quel film. Hein. Et puis, si les salles aux États-Unis ne rouvrent pas, de toute façon, ça va être une année très compliquée en termes d'offres de cinéma, de toute façon. Et la dernière chose, c'est que on insiste beaucoup, nous, en tant que festival, sur le géoblocking. Parce qu'on considère qu'une salle ou un festival, c'est un rapport privilégié avec le public et que c'est pas c'est pas un coup marketing avec des films qui sont visibles en Laponie ou ailleurs où personne va les voir et en fait qui vont handicaper la carrière d'un film en festival ou en salle et que justement il faut faire confiance aux salles et aux festivals pour attirer le public et convaincre le public d'aller voir ce film pour des raisons qui sont des raisons de relations historiques entre les festivals, les salles et le public. Voilà, donc on a lancé une pétition en ligne pour les festivals qui marche très bien d'ailleurs. Je crois qu'on est un peu sur la même longueur d'onde avec tous les autres festivals, sauf les festivals de cours évidemment qui sont
qui n'exigent pas de première nationale et qui n'ont que faire du géoblocking, ce qui est normal. Voilà à peu près ce qu'on a fait. Oui. Merci beaucoup. Je suis revenue entre-temps. Merci beaucoup, Élise. On reviendra sur toutes ces expériences. Et vous avez évoqué notamment, et vous semblez avoir été très proactive sur un sujet de préoccupation majeure pour tous, à savoir le futur des activités jeunes publics pour notamment les cinémas arts et essais. Est-ce qu'on peut faire un tour de table en commençant par l'Alhambra aussi et en commençant en faisant le point sur comment se passe la reprise et comment vous envisagez le redéploiement en fait des séances jeunes publics à la rentrée. À la rentrée, je crois qu'on est encore un peu dans le flou. On vient de vivre une période où chaque semaine les choses évoluent. Moi, j'ai écrit une tribune fin avril qui interrogeait l'avenir de ces séances de cinéma avec des scolaires, parce qu'à ce moment-là, j'étais un peu dans une assez grande inquiétude et je me disais comment est-ce que ça va redémarrer à la rentrée? Ça va être compliqué si on doit appliquer des protocoles pour l'école, pour le bus par lequel ils peuvent passer, par la salle de cinéma. Donc voilà, puis c'était une façon aussi de réinterroger un peu tout ça, parce que je pense qu'au-delà de ce qui vient de se passer, la question de comment on transmet le cinéma aujourd'hui doit faire l'objet d'une réflexion un peu permanente sur ses modalités, sur son organisation, sur ses schémas. On est, je trouve, dans des schémas un peu figés parfois. Donc moi, pour le moment, pour la rentrée, on se prépare à repartir comme d'habitude, mais avec une incertitude sur les conditions précises dans lesquelles on va pouvoir le faire. Quand on discute avec nos interlocuteurs de l'éducation nationale, c'est assez flou aussi. Donc voilà, du coup, je ne sais pas comment ça se passe pour mes collègues qui vont prendre la parole après, mais voilà, nous on y va comme si ça allait se passer normalement. Mais voilà, moi, dans le territoire où je suis, pour que les élèves puissent venir au cinéma à l'Alhambra, je mets en place un système de bus. Parce que je suis dans une ville où les transports en commun sont défaillants et dans le territoire en particulier où je suis. Donc si je veux que des élèves qui sont à 4 km d'ici, dans les cités de la Castellane ou autres, puissent venir au cinéma, il faut que je m'occupe un peu de mettre en place le transport aussi. Enfin, l'accessibilité commence par ça. Donc est-ce qu'on va avoir des prestataires possibles? Quelles vont être les conditions pour les transporter? C'est vraiment des questions très pratiques et très concrètes, mais qui sont incontournables. Après, le réseau avec lequel on travaille, c'est un peu comme le public fidèle qui a retrouvé le chemin de la salle. Ces enseignants-là, c'est des enseignants qui sont très militants, très engagés, pour qui ça représente une part importante de leur action. Donc, je ne suis pas inquiet dessus, bien au contraire. Et nous, c'est vrai que pendant le confinement, le travail avec ces enseignants ne s'est pas arrêté, puisqu'on a inventé un dispositif qui s'appelle Un jour, un cours. Sollicité par les enseignants nous disant il n'y a pas de raison que la continuité pédagogique ne soit pas assurée aussi sur ce terrain de la transmission. Donc on a inventé ce petit dispositif avec l'agence du court-métrage, le kinétoscope et un accompagnement des jeunes en service civique avec unicité, cinéma, citoyenneté, des enseignants. Donc ce petit dispositif existe en tant que tel et il peut continuer aussi si on ne peut pas redémarrer l'activité en salle en septembre. Mais c'est vrai que là moi je pense quand même que l'école va être obligée de redémarrer de façon normale, sinon on a bien vu que c'était pas possible en fait, qu'il ne pouvait pas y avoir ni école ni tous les élèves. Après, est-ce qu'il va pouvoir y avoir des sorties scolaires? Je ne sais pas. Je pense que ça va être dur pour les maternelles, peut-être un peu plus évident pour les élémentaires, peut-être qu'avec les collèges et lycées ça va être plus simple. Mais nous on travaille beaucoup avec des écoles maternelles et je suis assez inquiet sur le premier trimestre pour d'ici au mois de décembre, en imaginant que tout se passe bien et qu'on ne se retrouve pas dans une situation qui se tend sur le virus et sa diffusion. Et pour une salle comme l'Alhambra, c'est un très important travail, très conséquent travail. Donc si on ne peut pas le faire dans les mêmes conditions, ça aura effectivement des conséquences sur les différents équilibres et l'implantation et l'implication de la salle dans ce territoire. Tout ce travail qui est destiné aussi, au-delà de l'importance de leur montrer ces films-là, de faire que tous ces gamins s'approprient ce lieu, vivent quelque chose dedans, le connaissent, l'expérimentent, le découvrent, et après, voilà, ils savent que ça existe, ils peuvent y revenir ou pas, mais en tout cas, ça joue aussi ce rôle pour revenir un peu sur les thématiques qu'on a abordées au début. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaitait ajouter quelque chose sur la
Oui, Gauthier, le luxe de Caen. Oui. Juste pour confirmer un peu ce que vient de dire William, c'est qu'effectivement il y a deux choses, deux craintes. C'est d'une part les jauges, alors qu'ils ne sont plus des jauges puisque Monsieur le ministre de la Culture et le décret indiquent que nous n'avons plus de limite de capacité, sauf qu'il faut quand même garantir un fauteuil sur deux, ce qui est assez drôle quand on n'est pas accompagné. Donc, en tout cas, pour les scolaires, ça veut dire des jauges à 50%. Donc, si ça se maintient jusqu'au mois de décembre, c'est effectivement un peu inquiétant. Et puis, le transport, c'est effectivement la grosse problématique, sachant que pour le luxe, en tout cas, heureusement qu'il y a les scolaires, parce que là, actuellement, parce que sinon, je pense qu'on aurait plutôt intérêt à mettre la clé sous la porte. En fait, nous, on a redémarré nos scolaires dès le 22 juin, parce qu'on a effectivement un réseau d'enseignants très militants et qu'ils ont continué à amener, enfin du coup, recommencé à amener leurs enfants dès le 22 juin, mais on a la chance d'être dans un périmètre où il y a pas mal d'écoles de tout niveau. Et le problème du transport ne se pose pas puisqu'ils viennent à pied. Et donc, voilà, depuis le 22 juin, on est à peu près déjà à 1000 scolaires. Et pour le coup, c'est plutôt rassurant. Et oui, Eric, une seconde, le temps que le micro s'active pour l'Arvor à Rennes. Oui, allez-y. Je suis ravi d'entendre que les scolaires ont repris au luxe à Caen, toujours. C'est quand même un bon signe. Il y a des volontés des enseignants. C'est l'incertitude. Notre partenaire, l'association Clair Obscur, qui coordonne les dispositifs, est un peu dans la même incertitude que William et nous tous. Maintenant, dimanche matin, j'ai fait une projection d'un court programme pour à partir de 3 ans. J'avais quand même une quarantaine de parents et enfants. C'est vrai que ça m'a fait plaisir, c'était touchant et voilà, ça donne envie de continuer toujours dans ce sens-là cet été. Que les parents aussi viennent avec les petits et les petites. Voilà. Oui. Et Paul-Marie, pour finir le tour, voilà, c'est bon. Pardon. Je partage l'ensemble des inquiétudes. Et au-delà de ça, moi, j'ai quand même des craintes parce que l'éducation à l'image en France, elle a été un peu abandonnée quand même depuis quelques temps. Je suis très content pour le luxe. C'est pas le cas sur tous les territoires. On sait qu'en plus, en fonction de l'âge, on dépend pas de la même collectivité, même s'il y a des trucs au niveau national, que l'éducation à l'image, en France, c'est 2,50 € la place, que ça n'a pas été valorisé depuis beaucoup de temps, qu'il va falloir quand même qu'on soit aidé, qu'il y ait quelque chose comme ça. Moi, la crainte du Covid, comme ma crainte sur le e-cinéma par moment, c'est de me dire que c'est très bien qu'on puisse avoir des usages individuels et enfin bon, il faut pas que le cinéma à l'école devienne justement une projection, ou sinon il faut qu'on invente l'idée que le cinéma, les gens du cinéma viennent à l'école pour exposer. Mais pour ça, il va nous falloir des moyens aussi. Parce que si eux ne peuvent pas se déplacer, au moins qu'on puisse aller à eux. Et je crois qu'on a beaucoup de choses à réfléchir à ce niveau-là, au niveau national, William, mais je pense qu'il faut partir d'initiatives locales, parce que ce que tu fais à Caen, enfin Gauthier, c'est impressionnant d'arriver à faire 1000. Nous, on a eu des questionnements, il y a des profs qui nous ont appelés, ils voulaient, et finalement, ils n'ont pas eu l'autorisation de leur direction. Donc, c'est vraiment, en fait, je pense, et la crainte aussi, c'est que moi, j'ai des amis profs de fac qui, en ce moment, on leur demande de préparer les TD en visio. Et du coup, même si on perd les étudiants, parce que pour moi, c'est encore du jeune public, les étudiants, c'est doublement inquiétant. Voilà. Il faut que, et l'éducation à l'image, parce qu'on sait très bien que c'est Disney qui arrive avec sa Reine des Glaces à faire venir tout ça. Faire venir sur des films fragiles. On a eu des très beaux films cette année à exploiter. Et finalement, ils n'ont pas rencontré leur public comme ils auraient pu. Et je crois qu'il y a vraiment un travail. Il faut qu'on se pose des questions d'une manière collective, encore une fois, avec les salles indépendantes et qu'on fasse preuve d'unité là-dedans. Oui, Gauthier. Oui, pour rebondir sur ce que vient de dire Paul-Marie, effectivement, par rapport à cette crainte de ne pas pouvoir accueillir les scolaires à la rentrée,
moi, j'ai préparé mes équipes et effectivement, je leur ai demandé de réfléchir à des solutions pour pouvoir aller dans les écoles si jamais elles ne pouvaient pas venir ici. Parce que par ailleurs, on a effectivement du matériel qu'on peut trimballer et on peut aller faire des projections éventuellement dans certains lieux. Et puis, il y a des choses sans doute à inventer autour effectivement de l'éducation à l'image dans les établissements scolaires. D'ailleurs, des choses qu'on fait déjà un petit peu, mais on peut peut-être effectivement profiter de ce moment-là pour accentuer si jamais les sorties sont empêchées, puisqu'après tout, il y aura de l'argent dans les coopératives scolaires. On peut donc imaginer qu'on puisse apporter autre chose. Et puis, autre point, je voulais dire une chose sur une initiative qui a été prise par la région Normandie. Peut-être faut inciter les autres régions à faire la même chose. La région Normandie va prendre en charge toutes les séances qui n'ont pas eu lieu en fait des dispositifs scolaires. Elle va prendre en charge pour la partie exploitant. Donc, toutes les séances qui ont été annulées pour les dispositifs écoles, collèges et lycéens au cinéma. Sur la partie exploitant, ce qui est pour toutes les salles de cinéma de la région réunifiée. Donc, c'est une très, très bonne chose, au moins sur les aspects financiers. Et puis, je rejoins aussi Paul-Marie sur ses inquiétudes par rapport aux étudiants, d'autant plus que nous, on a une salle à l'université. Oui, là c'est une vraie inquiétude. Mais en revanche, je vois mal, en tout cas, une ville comme Caen, ne pas faire en sorte que les étudiants reviennent parce que les étudiants, c'est 25 000 personnes et la ville, économiquement, ne peut pas se passer de ce public-là, en fait, de manière générale. Pour son économie, c'est très, très important. Je crois que Paul-Marie, c'est une main levée. Juste vous signaler, après votre réponse, votre remarque, qu'il y a une question qui recoupe en fait votre échange. Voilà, je vous laisse terminer, Paul-Marie, mais peut-être que… Juste très rapidement, mais ce que dit Gauthier, c'est vachement intéressant. Il y a juste une différence de traitement selon les régions. Nous, la région Rhône-Alpes, c'est 5 000 €, c'est tout. Et par rapport à ça, ils ont juste prolongé un petit peu la carte région jusqu'au 14 juillet. Mais on sait qu'ils ont gagné de l'argent dessus parce que personne n'est venu. Et finalement, il va falloir que les collectivités, enfin, toutes les régions sont différentes, mais c'est très gênant parce que, et après, on a tous des moyens différents. Gauthier, toi, tu as des équipes qui travaillent depuis longtemps avec l'université, ainsi de suite. Tu as une équipe qui est beaucoup plus large, mais qui est beaucoup plus… moi, mon niveau de financement à la loi Sueur, c'est 3%. Toi, ton niveau de subvention, il est de combien? Tu vois, enfin, à un moment donné, il va falloir questionner nos économies aussi. Et pourtant, on est tous des indépendants. On n'est pas forcément sous le même modèle juridique, mais on est tous des indépendants. Et tous au repas, et tous… voilà. Pour revenir à ce qu'on peut imaginer du rapport des choses à proposer aux écoles dans l'incertitude des conditions sanitaires de la rentrée, Sophie Lemoine, dans la section questions, on a posé une, alors vous ne saurez peut-être pas y répondre, mais vous pourrez au moins commenter, et qui demande, face à la piraterie qui propose les films en multilangue, ne peut-on pas avoir un outil équivalent pour proposer des e-séances en multilangue sous-titrées et pourquoi pas en lien avec l'éducation nationale et l'apprentissage des langues étrangères avec les grandes filmographies? Oui, Paul-Marie? Moi, je pense, enfin, juste par rapport à l'éducation à l'image, c'est prouvé que si on montre des films en VO, mais même sans sous-titres, dans toutes les langues, l'enfant, jusqu'à l'âge de 7 ans, si on lui apprend avant l'âge de la lecture, enfin, ça dépend selon les âges, selon les personnes, ils n'ont pas besoin de sous-titres. Ils comprennent, ils vont se familiariser avec une langue étrangère. Qu'après, ça se fasse, je suis pas sûr, parce que quand on commence à apprendre à lire, la contrainte est trop forte. Et on peut revenir aux sous-titres un peu plus tard, je pense, au moment où on découvre les séries, où, de toute façon, si on veut suivre une série, on est obligé de la regarder parce que, enfin, il y a beaucoup de streams là-dessus. Enfin bon, j'ai pas envie d'inciter à ça, mais je crois que réinventons à l'éducation à l'image surtout. Apprenons aux enfants à avoir jusqu'à l'âge de 7 ans des films en version originale sans sous-titres. Et ça, c'est possible, entre autres. Moi, la question des sous-titres, enfin voilà. D'accord. Et alors, avant de jeter un œil sur les sondages pour avoir le temps de les commenter, je voulais aussi vous faire réagir sur l'impact de la dématérialisation du lien avec le public qui s'est vraiment déployé en masse pendant cette période, que ce soit par les interactions sur les réseaux sociaux ou le développement de la billetterie en ligne. Donc, l'impact de tout ça sur cet atout proximité, ce privilège du contact humain qui fait quand même partie intégrante
de l'identité des salles et manifestations aussi pour Thessalonique que vous représentez. Alors peut-être que ma question du coup était vraiment pas claire, mais Élise m'a compris. Non, je crois, oui, effectivement, c'était intéressant, c'est une expérience très intéressante bon, tout est possible hein, avec la technique. De toute façon, c'est pas très compliqué. Il suffit d'avoir un peu de temps et puis de tout basculer, de renégocier les droits, etc. Mais est-ce qu'on a vraiment, on n'est pas des plateformes. Enfin, nous à Thessalonique, on n'est pas une plateforme. Donc l'idée, c'est de faire lien, c'est d'avoir un événement culturel, social. C'est de faire de l'éducation pour aller dans les salles. C'est pas du tout le même travail, donc on espère pouvoir revenir en salle, effectivement. Alors même si on va garder une partie des moyens du digital parce que c'est bien pour peut-être surtout pour la partie festival. La partie cinéma, je suis pas très sûre d'avoir envie après le Covid de continuer à faire des séances virtuelles. Mais pour la partie festival, il y a des choses qui sont très intéressantes. Effectivement, on peut avoir des spectateurs qui sont en Crète alors que voilà, et puis les gens vont beaucoup moins voyager. On peut faire des séances effectivement dans les prisons, on peut faire des séances dans les hôpitaux. On travaille beaucoup sur le handicap à Thessalonique, donc en fait on peut atteindre énormément de personnes qui peuvent pas se déplacer. Donc ça c'est très bien, mais l'idée c'est quand même de retourner en salle et alors même si on garde une partie digitale, c'est de pouvoir retrouver notre public. Voilà. Alors, dans mon oreillette, j'apprends que la question de Sophie était spécifique pour les collèges et lycées. Donc voilà, c'était pour compléter. Et alors, j'ai envie… Oui, Gauthier. Non, mais je veux bien juste compléter ce qui vient d'être dit, c'est qu'effectivement, ce qui fait la singularité, la particularité de nos salles, c'est tout ce qui relève de l'échange, de la convivialité, du social. Et donc, du coup, c'est complètement antinomique avec tout ce qui est distanciation physique ou distanciation sociale. Donc, évidemment, alors je ne sais pas comment ça va se passer, mais le souhait, c'est qu'on puisse renouer totalement avec les publics et retrouver, outre des niveaux de fréquentation importants, des échanges naturels sans qu'on soit obligé, c'est le cas pour le moment, de croiser nos publics avec des masques. On a tous très envie de ça, d'autant que maintenant, chacun d'entre nous a un lieu de cafétéria où le débat peut se prolonger. Donc voilà, on est évidemment très, très impatient de retrouver notre public sur ce terrain-là. Malgré tout, effectivement, moi je pense qu'il y a quand même sur des choses très spécifiques à creuser sur cette idée de la salle virtuelle, qui permet d'enrichir, encore une fois, ce qu'on fait dans nos salles. Tant qu'on revient sur le sujet de la salle virtuelle, je savais qu'on recouperait plusieurs fois. Je voudrais qu'on jette un œil sur le sondage. Est-ce que tout le monde a eu le temps d'y répondre? Quelques dernières secondes. Le sondage se met automatiquement à jour en fonction de vos réponses, mais je suppose qu'il n'y aura pas plus grand changement. Alors, à la question de savoir si les projections en plein air, c'est une question sont en symbiose ou en rivalité avec la salle, vous êtes quand même 95% à répondre qu'il s'agit d'une symbiose. Donc, je ne sais même… Voilà. Est-ce que c'est même pas la peine de commenter? Je suppose que tout le monde est du même avis. Non, oui, Gauthier n'est pas d'accord. Moi, au contraire, moi je veux bien commenter parce que vous dites que c'est pas la peine de commenter. Et là, 95% des gens disent que c'est une symbiose, une complémentarité. Moi, je suis entièrement d'accord, et d'autant plus que c'est totalement légal de faire des projections en plein air, puisqu'encore une fois, la salle de cinéma ne peut pas revendiquer être le seul lieu de cinéma. Sauf que systématiquement, par exemple au congrès de la Fédération nationale de cinéma français, ça revient comme un mantra et qui met en cause ces projections plein air qui sont considérées comme une concurrence déloyale de la salle. Or c'est
une projection dans l'année, c'est absolument rien par rapport à l'exploitation de la salle, en fait. Mais si je peux me permettre, je crois que ce sont surtout les projections justement illégales qui sont remises en question, pas du tout les projections légales. Ah si, bah, je peux vous dire que si, c'est les projections, y compris légales, qui sont remises en cause. Oui, Paul-Marie s'est noté dès que Gauthier a fini. Parole. Non, mais c'est tout. D'accord. Oui. Non, moi, juste pour dire, parce que moi, la ville de Saint-Étienne m'avait demandé aussi des drive-in et on avait travaillé avec Sylvain Pichon à la programmation et on était prêt à le faire. Après, la FNCF nous a dit ne le faites pas parce que ça va nuire aux salles. Moi, j'aurais adoré faire ma projection à Geoffroy Guichard et autres. Donc après, je crois qu'il faut aussi, parce que les multiplex, quelque part, ou certaines personnes qui ont plus d'impact économique que nous, s'opposent à ça parce qu'ils, eux n'ont pas un intérêt économique à ça. Et nous, dans nos petites structures, c'est autre chose. On partage plus que du cinéma. Et voilà, je pense que c'est une vision économique de la chose qui pose problème en France, en tout cas. William, pour l'Alhambra. Moi, juste pour rajouter sur l'aspect social, je ne vais pas dire que c'est une spécialité, mais nous, en principe, chaque année, on fait une dizaine de cinémas en plein air dans le territoire autour de l'Alhambra, qui sont les 15e et 16e arrondissements, c'est 100 000 habitants. On le fait en partenariat avec des structures qui, toute l'année, à qui on demande de venir chez nous, que ce soit des centres sociaux, des centres aérés, même des écoles. L'idée du plein air, c'est que pour une fois, c'est nous qui allons chez eux pour une séance qu'on met en place dans les cités et dans les quartiers, c'est-à-dire dans des endroits où, en gros, il ne se passe rien, ni l'été, ni l'hiver, ni l'automne, ni le printemps, des endroits qui sont inaccessibles en transport en commun. Et donc, le rôle que jouent ces séances de cinéma, c'est vraiment un rôle de faire un moment fort dans l'année où, en gros, on se retrouve avec un public très jeune, hein, c'est beaucoup les enfants, les familles, qu'on fait en général dans les cours d'école, parce que voilà, il y a quand même Vigipirate et mettre en place des choses en plein air dans des espaces publics, ça peut être très compliqué aussi. Et du coup, en général, c'est assez bien perçu, mais on le sait, il y a une conception de l'exploitation un peu à l'ancienne qui repose sur des schémas économiques aussi. Et malheureusement, voilà, on a toujours l'impression que les choses s'opposent. Moi, je sais que ces séances-là, elles jouent un rôle hyper important parce que les gamins qui viennent voir le film dans la cour de l'école de la Cité La Castellane, le projectionniste, ils l'ont vu quand ils sont venus au cinéma avec l'école pour voir La Petite Vendeuse de Soleil, donc ils lui parlent, donc ça fait un lien. Ils voient aussi qu'on peut être un cinéma qui vient passer un moment avec un film plus de divertissement. Donc c'est comment contribuer avec tout ça au cinéma, enfin je veux dire au sens très large. Donc il faut se détendre un peu, il faut faire attention à ce qu'effectivement ce ne soit pas n'importe quoi. Mais globalement en France, je ne sais plus combien il y a de cinéma itinérants, mais il y en a déjà beaucoup. Il y en a beaucoup qui font plein de séances l'été, et tout ça est complètement complémentaire du travail qu'on fait dans les salles, et même, je crois, joue ce rôle un peu complexe de rajouter à la vision et à l'approche du cinéma, et surtout si c'est les mêmes équipes que celles qui sont dans les salles, de montrer que les choses sont un petit peu plus complexes et qu'il y a des allers-retours comme ça. Et en tout cas, pour nous, ça joue ce rôle-là. Et alors cette année, c'est un peu compliqué de les faire comme on les fait d'habitude, mais on va essayer de le faire plutôt à la rentrée, du coup. Et c'est important de défendre aussi la séance de cinéma en plein air comme un complément du travail qui se fait toute l'année, notamment avec les jeunes publics. Alors, dans la série éventuel débat, je reviendrai sur le résultat du sondage concernant la réalité virtuelle ou les jeux vidéo tout à l'heure, mais le e-cinéma, à savoir, on n'a peut-être pas été spécifique, la salle virtuelle, hein, pour qu'on soit bien d'accord sur le fait qu'on parle de la même chose. Stop ou encore pour vous? Les résultats sont plus serrés, mais en même temps, il y a une tendance évidente au encore, on continue avec 59%. Et vous alors, de votre côté? Pour ceux qui ont tenté ou ceux qui se laisseraient tenter? Paul-Marie? Moi, je crois que c'est un peu comme un bonbon. Ça ne sert pas à grand-chose. On voit les chiffres. Moi, je suis sur la toile. Hein. J'ai fait une diffusion aussi avec un Skype avec Cléo Bernard sur les gens égoïstes qu'on avait déjà eu en Skype au moment de la sortie du film. Il y avait 50 spectateurs. Les flux, bon, voilà, nous aussi, on a multiplié par 10. Hein. On est passé de 3 à 30 pendant le confinement. Je crois que si on arrive à éditorialiser réellement les choses et faire un petit cadeau qui vient en bonus avec nos programmes et à la sortie d'un film, là, il y a quelque chose d'intéressant à creuser, redécouvrir une filmographie ou faire des parallèles. Mais aujourd'hui, je crois pas vraiment. En tout cas, moi, je vais rejoindre Élise. On se bat pourquoi? On se bat pour retrouver la salle, pour retrouver en tout cas le contact et les choses comme ça. Et du coup, pour moi, c'est un peu un gadget. Et je crois pas encore à son économie, en tout cas pas pour nous.
Et je crois qu'on a plus à se battre, à essayer de trouver comment la création va pouvoir être encore financée en France. Si c'est Netflix qui gagne contre Canal+, ou si Canal+ arrête de prendre ses droits pour la création, enfin ses obligations de droit, là on aura une vraie inquiétude parce qu'on n'aura même plus la possibilité de faire la création européenne et les films fragiles. Et voilà, moi c'est du coup développer le cinéma, c'est pas ce qui me passionne. Non. Est-ce que quelqu'un d'autre Et on en fait. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir? Oui, Eric, pour l'Arvor à Rennes. Oui, on vous écoute, Eric. Écoutez, d'accord. Écoutez, oui, moi, de toute façon, c'est avant tout revenir en salle. Hein. Ça, c'est le principal objectif aujourd'hui. Mais bon, on est dans une jauge à 50%. Pendant combien de temps? On n'en sait rien. On n'en sait rien. On ne sait pas où on va. On parle d'un trafic aérien en 2028 qui retrouvera son rythme normal. Les stades de foot, on n'en sait rien. Donc voilà, maintenant, si c'est cette possibilité-là encore de pouvoir donner peut-être un bonbon, un gadget, un bonus, un plus à des spectateurs qui ne peuvent pas venir dans cette salle, je dis bien, qui ne peuvent pas venir dans cette salle, moi j'adhère. Voilà un peu ma position, mais c'est avant tout le retour en salle, bien entendu. Et pour revenir sur les projections en plein air, c'est vrai que j'étais avant dans l'exploitation, que je suis depuis 3 ans. Je dirigeais une association à Rennes et en 1994, on a commencé à organiser des projections en plein air et on s'est tourné vers les exploitants en les associant donc à ces moments festifs, hein, c'est-à-dire une avant-première en salle, puis ensuite une projection en plein air. Et c'est vrai que je suis fatigué d'entendre à chaque congrès ces exploitants qui se plaignent des projections en plein air. C'est épuisant, c'est fatigant. Voilà, je vais passer un mot à des collègues peut-être, mais bon, vive les projections en plein air, c'est des compléments de salle. À Rennes, on va en avoir une vingtaine à la demande de la ville. On ne va pas s'y opposer, non, on va les accompagner, on va être présent à certaines séances, on va peut-être passer nos bandes annonces. Voilà, il faut trouver aussi des moyens de rencontrer et de faire des choses ensemble avec ces organisateurs de projections en plein air. Merci beaucoup. Merci voilà. beaucoup, Eric. Gauthier. Oui. Non, juste un petit mot pour préciser quelque chose. Je l'ai dit tout à l'heure, la façon dont le Luxe a mis en œuvre ses propres initiatives qui ressemblent à d'autres, c'est que ça lui est venu naturellement parce qu'il avait déjà mis des choses en place. Et c'est dans ce sens-là que je pense que finalement, quand même, ça reste important de continuer à expérimenter des choses comme celles qu'on a faites là, le e-cinéma, même si, je le redis, c'est totalement marginal, mais ça nous prépare quand même à un jour une éventuelle disparition de la chronologie des médias, à un reconfinement. Donc, malgré tout, moi, je suis très favorable à tout ce genre d'expérience. Voilà ce que je voulais dire. Élise. Oui, on ne peut être que d'accord avec tout le monde finalement, parce que effectivement, sans le e-cinéma, en fait, qu'est-ce qu'on aurait fait? Le festival se serait arrêté. C'est une béquille en fait. Donc c'est à la fois une béquille et un bonus peut-être sur le long terme. Donc pour l'instant c'est une béquille parce que on n'est pas sûr de ce qu'on peut faire et le public va peut-être être confiné. J'espère que non. Ou en tout cas les gens auront peut-être un petit peu peur de venir en salle, mais sur le long terme ça peut pas être le cœur de notre activité. Donc peut-être que ce sera un bonus effectivement pour les gens qui ont la carte, qui sont abonnés, etc. Et pour atteindre un public qui ne peut pas se déplacer ou qu'on peut pas atteindre. Voilà. Et quant aux projections en plein air, venez en Grèce, il y en a plein l'été. Nous, on en fait beaucoup aussi l'été puisque nos salles sont fermées. Donc, on fait des projections payantes et aussi beaucoup de projections gratuites, mais des grosses projections gratuites. Et je crois que c'est un dispositif qui est assez important c'est très familial. Donc, en fait, les gens viennent, mangent. C'est un peu, on revient un peu aux origines du cinéma. Et c'est pas mal finalement. Gauthier répond à l'invitation en grec. Non, c'est pas une réponse. Oui, j'ai des origines grecques, hein, je précise, donc j'y suis allé plusieurs fois. Paul Marie, c'est bien.
on y est allé ensemble. Non, c'est juste que si l'expérience qu'on vient de vivre à travers les drive-in m'amènera peut-être à refaire des choses en plein air, c'est justement dans cet esprit de délocalisation de la salle. Il se trouve qu'on a un parc juste à côté du luxe qui peut permettre ça. Donc, alors le problème, chez nous, c'est le temps, mais peut-être pour les années à venir, je multiplierai ces séances en plein air dans le parc à côté, mais avec les films de l'actualité, comme font d'ailleurs certains circuits itinérants, avec cette possibilité du coup de repli dans nos salles. Mais voilà, je trouve ça vraiment intéressant comme partage, comme expérience, et les gens aiment ça en fait. Les spectateurs aiment ça, cette façon d'aller au cinéma. Donc oui, je pense que je reconduirai ça. Alors, on a beaucoup parlé de la multiplication des canaux de diffusion, mais une question du sondage concernait aussi la multiplication du contenu que pouvaient proposer les salles. À la question, la réalité virtuelle ou les jeux vidéo peuvent-ils attirer un public plus jeune dans les salles? Vous êtes 74% des répondants à dire oui, sachant que 22% répondent juste « je ne sais pas ». Et que 4% qui répondent non. Et c'est vrai que nous sortons d'une période extrêmement virtuelle. Et pour autant, tout ça ne semble pas faire peur aux salles. Oui, Paul-Marie. Je vais faire très vite. Moi, j'étais confiné avec 3 enfants à un moment donné. Et quand le déconfinement est arrivé, je leur ai demandé, mais vous voulez pas voir vos amis? Et en fait, ils jouaient à ma jeu avec, enfin bon, que je connais pas, où ils jouaient en ligne. Enfin, moi, ça m'a jamais intéressé. Plus que ça, j'aime les jeux, hein, j'aime le jeu de foot sur console et autres. J'ai beaucoup joué à la console quand j'étais petit. Mais par contre, je crois que par rapport à cette réalité virtuelle et ainsi de suite, on a un vrai travail à faire là-dessus. Moi, là, pour le coup, ça m'intéresse vraiment, mais qu'on l'amène chez nous, au cinéma. Ou peut-être que si on peut pas les amener au cinéma, mais qu'on se déplace là-bas. Mais je pense qu'on a une vraie éducation à faire là-dedans et on a un vrai rôle. Parce que sinon, ils avaient l'impression d'être ensemble, ces enfants, mais en fait, ils l'étaient pas. Enfin, c'était juste qu'un casque et vous êtes en train de jouer à, c'est pas Minecraft, enfin, je trouve plus le nom là. Mais c'est quand même trop dommage de plus avoir d'interaction avec l'homme. Enfin, moi, je me bats pour ça. Et si c'est nous qui posons le casque sur la tête des enfants et qu'on leur dit, bah, ce film-là, c'est peut-être autre chose. C'est un film d'Iñárritu parce qu'il y avait eu ça à Cannes il y a quelques années, mais il y a plein d'expériences. Et moi, je sais qu'il y a quelqu'un dans l'équipe qui s'y intéresse particulièrement et que je vais suivre ça vraiment très près. Et en forme d'atelier. Et je pense qu'il n'y a pas une réalité économique parce que en soi, mais qu'on a vraiment quelque chose, nous, à travailler autour. D'accord. D'autres commentaires sur le sujet? Gauthier, pour quand? Oui, totalement d'accord avec ça. D'ailleurs, il y a des salles qui sont ouvertes ou qui vont ouvrir avec une spécialisation e-gaming. Et oui, je crois qu'il faut vraiment, encore une fois, aller chercher le public où il est. Et si les jeunes jouent aux jeux vidéo, s'ils aiment la réalité virtuelle, à partir du moment où on peut raccorder avec ce qui est notre corps de métier, c'est-à-dire le cinéma, eh ben, il faut être ouvert à ce genre d'initiative. Et nous, on le proposera sans doute. Et aussi pour montrer que dans la réalité virtuelle, il y a des choses intéressantes qui se font et qu'il ne faut pas se limiter effectivement à ce qu'on connaît. Il faut être curieux. C'est toujours la même chose, c'est toujours la même histoire. Et des choses très intéressantes dans la réalité virtuelle. Donc, on travaille ici avec l'association Macao 7e art qui a acquis un certain nombre de casques et on va développer ça à la fois chez nous, mais Macao va le diffuser un peu partout dans son réseau. Il y a là un travail à poursuivre, ouais. Alors, nous avons officiellement dépassé les 1h30 depuis 4 minutes déjà et nous sommes en train de pousser peut-être les limites de la capacité de concentration de n'importe quel adulte connecté. Cela dit, une dernière question un peu conclusive qui, j'espère, voilà, ne va pas non plus vous prendre au dépourvu. Est-ce que on a quand même l'impression que lors de cette reprise qui a eu lieu, qui se fait dans des conditions difficiles, on le sait bien tous, est-ce que vous n'avez quand même pas l'impression que les salles que vous représentez, l'art et essai, l'indépendance, ont une petite longueur d'avance
sur le reste de l'exploitation, à savoir les salles qui reposent essentiellement, quasi exclusivement sur les blockbusters qui sont absents. Est-ce qu'il n'y a pas une manière de capitaliser et finalement de sortir renforcé de cette période particulière, de cet été à part? Paul-Marie. Moi, je vais faire très court. Je pense qu'on est très fragile économiquement, beaucoup plus que les multiplex qui peuvent absorber par leur investissement et beaucoup de choses, parce que le chômage partiel, finalement, peut retrouver un équilibre. Moi, toutes les équipes sont à 20 heures. Je suis inquiet pour la création en France, en règle générale. Le secteur du cinéma, c'est 120 000 vraiment 120 000 personnes qui travaillent, mais c'est plus que l'industrie automobile en termes de résultats. Et en fait, par les précaires, par contre, qui travaillent avec les festivals, avec des associations qu'on peut accueillir dans nos salles. Enfin, quand je dis précaires, c'est les traiteurs, c'est les brasseurs, c'est les restaurateurs. Et en fait, ça, c'est 2,5 millions de personnes en France. Et les acteurs, les techniciens, les régisseurs. Et je trouve qu'il faut qu'on fasse preuve de solidarité beaucoup plus loin que nos salles, beaucoup plus loin que tout ça, et que malgré tout, nos fragilités, parce qu'on était fragile avant le Covid, on l'est d'autant plus avec le Covid. C'est pas parce qu'on démarre mieux. On démarre mieux pourquoi? Parce qu'on fait des programmes au mois, on prend des risques qui sont tout le temps là. On vend pas je vends pas de confiserie. Mon système n'est pas marchand. Voilà, j'essaie d'être à l'équilibre chaque année. J'ai repris une salle il y a 5 ans, mais j'ai pas de volonté d'expansion. J'ai pas envie de vendre du Coca-Cola et des M&M's. Et je pense que j'ai envie, par contre, de partager une expérience de cinéma. J'ai envie de participer à l'éducation à l'image. Et pour ça, j'ai besoin de soutien. Et je veux aussi qu'il y ait une vraie solidarité avec les précaires qui dépendent de nous. Et ça, je pense qu'on l'a pas dit, on l'a pas entendu, pas assez. Moi, j'ai mis une tribune autour de ça dans la gazette mensuelle du Méliès que vous pouvez trouver en ligne sur le site. C'est le collectif intermittent précaire et qu'il va falloir qu'on réfléchisse un peu plus large aussi. Merci, Paul-Marie, pour ce témoignage. Voilà. Gauthier, dans la foulée. Oui. Ouais, non, mais juste pour dire que en France, on a besoin de toutes les structures qui existent, de tous les établissements, de quelque taille qu'ils soient, de quelque travail qu'ils font. Nous, notre rôle de salle indépendante, c'est d'être des défricheurs dans tous les domaines, c'est-à-dire de découvrir les auteurs, de les amener au public. Après, c'est récupéré par des établissements un peu plus importants jusqu'au circuit qui sortent maintenant les films à essai porteurs, mais on est dans notre rôle aussi d'invention. Et vous inquiétez pas que ça va être vite repris. Après, il y a des habitudes aussi qui vont peut-être changer. Donc ça peut faire bouger le parc cinématographique. C'est-à-dire, est-ce que les gens vont continuer à aller en masse dans les circuits qui sont en périphérie des villes? Je sais pas. C'est là où ça peut varier. Mais sinon, il faut que l'ensemble des établissements continue à vivre. J'ai vu passer un petit mot là, effectivement, il y a des investissements qui ont été faits par des privés, des investissements très lourds. J'espère aussi que ces salles-là vont pouvoir rembourser leurs prêts, leurs emprunts et que on puisse continuer avec ce maillage formidable qu'est le maillage cinématographique en France. Oh, alors, parole à Élise. D'accord, merci. Moi, j'apporte la lumière un peu du pays où je suis. Alors, en fait, effectivement, notamment sur l'Olympion, on est une salle de proximité et je crois que les gens vont préférer à l'avenir venir dans des salles de proximité à réessai que aller s'enfermer dans des multiplex qui sont dans des centres commerciaux qui eux-mêmes vont avoir des problèmes. Si c'est comme aux États-Unis avec tous les centres commerciaux qui ferment, les multiplex vont devoir fermer aussi. Donc, j'espère que ce ne sera pas le cas non plus parce qu'il n'y a déjà pas beaucoup de salles et pas beaucoup d'entrées en Grèce. Il y a à peu près un ticket par personne. Donc, 10 millions d'entrées par an. Le seul côté positif, c'est qu'on était à 24% de TVA sur les tickets et on se battait depuis des années pour que la TVA soit baissée. Pas de là, la TVA est passée à 8%, je crois, en octobre, mais on espère que ça va durer un peu plus. Voilà. William, merci Élise.
Non, pas pour répéter, mais pour aller un peu dans le même sens. Moi, je pense que les personnes qui ont été le plus heureuses de la réouverture de l'Alhambra, c'est le bar en face qui s'appelle le Denis Bar et qui est un vrai bar de quartier et pour qui le fait qu'on soit ouvert est hyper important. On est dans des quartiers ici où habituellement le soir, l'hiver, il n'y a rien. C'est le désert total. On est un peu le seul lieu ouvert. Et il ne faut jamais oublier le rôle que jouent les salles de cinéma par rapport à ça. Après, est-ce qu'on va mieux s'en tirer? Je pense que ça dépend vraiment des économies des uns et des autres. Moi, j'ai la chance d'être une salle subventionnée, soutenue par la ville de Marseille. On est un mono-écran, donc un mono-écran sans subvention, c'est un peu compliqué. Mais c'est vrai que par rapport à ce que disait Paul-Marie tout à l'heure, je pense qu'il y a une vraie réflexion à mener aujourd'hui sur comment les pouvoirs publics peuvent aider à accompagner. On est dans un pays qui fait déjà beaucoup, me semble-t-il. Les collectivités locales font beaucoup aussi. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est ce qui a été dit par Claude-Éric Poirot au début, c'est-à-dire que je pense que la fermeture de nos établissements a quand même montré le lien avec la création, avec la diversité culturelle. C'est-à-dire que si on n'est pas là, tout ça, à terme, ça disparaît. C'est-à-dire on s'est rendu compte qu'un film qui faisait 20 000 entrées dans notre réseau de salles, en fait, c'est énorme, etc., etc. Et que tous les cinéastes qui sont aujourd'hui palmés ou qui sont effectivement repris dans les circuits ont commencé avec peut-être des... Voilà. Donc il ne faut jamais oublier le rôle qu'on joue, qui est multiple, qui n'est pas que social, qui est aussi très important sur le niveau culturel et artistique. Beaucoup de cinéastes apprécient les rencontres et les échanges parce que ça rend vivant le cinéma. Je ne suis pas sûr que les cinéastes soient très contents quand les films partent directement sur Netflix et qu'il y a une espèce comme ça d'existence nébuleuse, virtuelle, où on ne sait pas trop. Donc il faut qu'on défende corps et âme tout ce réseau-là, dans sa diversité, parce que je pense que c'est aussi ça qui, même si on n'est pas toujours tous d'accord, ça crée une vraie dynamique. Et voilà, donc oui, si nos salles peuvent bien s'en sortir cet été, nous, pour la première fois, on va rester ouvert au mois d'août, alors que d'habitude, on ferme, parce que ça semble être une vraie responsabilité à prendre pour les films et pour le public, même si on ne fait pas beaucoup d'entrées. Voilà, il faut que chacun prenne ses responsabilités, j'ai envie de dire, et puis surtout, il faut qu'on redéfinisse le collectif, l'ensemble, parce que seul, on n'est rien. Et on a tous, que ce soit sur l'éducation au cinéma, que ce soit sur les réseaux de salles, que ce soit sur toute l'importance des salles de cinéma, il faut vraiment que le travail collectif continue. Les réseaux existent, les groupements existent. Il y a une vraie force, une vraie richesse dans ce pays, en Europe, je pense aussi. Et si avec le réseau Europa Cinéma, on peut y aller encore plus fort, je pense qu'il faut vraiment qu'on y aille sur faire prendre en compte la diversité des rôles que jouent les salles de cinéma dans les territoires où ils sont, plus la connexion avec le grand système culturel, artistique du cinéma qui a besoin de nous. Eh ben, merci beaucoup. Donc, entre alerte et espoir et solidarité et conscience d'être ensemble, ça fait une très belle conclusion. Merci à tous de votre participation, elle a été précieuse. Merci au Festival de Contis pour leur accueil. Merci à Mathias, Jean-Baptiste, Betty, Rainer. Merci à Marion Delic, ma rédactrice en chef, qui a été l'ange gardien de cette session et qui va lancer le générique de la fin avant que nous nous quittions. Je vous dis à bientôt à tous dans vos salles. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. À très vite. À bientôt. C'est bien.